Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau point lecture. Donc cette fois on va s'attarder sur mon point lecture du mois de mars. Et disons que mars a été très varié au niveau de mes lectures. Alors tout d'abord, je trouve que j'ai bien lu, j'ai lu 11 livres. Parmi ces 11 lectures, il y a eu 3 BD et un roman graphique que je vais vous présenter tout à l'heure. Et aussi, pour le mois de mars, eh bien j'ai fait de très bonnes lectures. J'ai eu un avis qui était plus mitigé sur l'une d'elles et aussi j'ai eu mon premier coup de cœur de l'année, donc j'ai hâte de vous en reparler et de vous présenter tout cela, donc c'est parti, je vous présente tout ça. Ma première lecture de mars, ça aurait été Vertige de Franck Tillier aux éditions Pocket. Voilà, je monte la couverture qui fait encore très hivernale comme vous pouvez le voir. Et justement, j'avais encore envie de le lire pendant cette transition entre l'hiver et le printemps, donc ça me semble encore être le bon moment. Et disons que là, vraiment, j'avais hâte de retrouver la plume de Tillier. Dans cette lecture, on suit un homme qui va se réveiller au fond d'un gouffre. Il est avec 2 inconnus et son fidèle compagnon, donc son chien. Et disons que lui, il découvre qu'il est enchaîné au poignet. L'un des 2 hommes, lui, est enchaîné à la cheville. Et le troisième est libre de ses mouvements, mais il porte un masque assez effrayant. Et disons que il comprend assez vite que s'il s'éloigne des 2 autres, eh bien, le masque explosera. Donc voilà. Et très vite se pose la question de qui les a emmenés ici et pourquoi. Voilà pour le résumé. Et donc c'est une lecture à laquelle j'ai mis la note de 8 sur 10. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que dans cette lecture, il y a énormément de trigger warning. Je ne peux pas vous les dire pour ne pas vous spoiler certains éléments de l'histoire, mais en tout cas, sachez qu'il faut avoir le cœur bien accroché par moment. Et que si vous voulez savoir tous les trigger warnings, je les ai mentionnés dans ma chronique sur le blog. Et au moment où je vous parle, alors si la chronique n'est pas encore publiée sur le blog, donc elle est toujours tout au fond, les trigger warnings sont toujours tout au fond de la chronique. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours m'écrire soit sur Instagram ou voilà ou par email et moi je vous les mentionnerai pour que vous puissiez les avoir au cas où la chronique ne serait pas en ligne. C'est vrai, j'ai oublié de le lire les autres fois, mais voilà, au cas où, n'hésitez pas à m'écrire par email si vous voulez connaître les trigger warnings sur un livre que j'ai pas encore publié la chronique sur le blog en tout cas. Et donc ici, oui, alors comme je vous dis, il y en a pas mal, donc c'est mieux d'être au courant, en tout cas si vous savez qu'il y a certaines choses qui peuvent vous trigger, je pense que c'est bien d'être au courant. Donc ici, on plonge dans un thriller frissonnant qui joue à la fois sur la notion de survie, comme vous l'aurez compris, mais aussi sur le côté psychologique. Et voilà, alors ça m'a vraiment beaucoup plu de retrouver Tillier à ce niveau-là. Et l'auteur, on va dire qu'il parvient à créer une tension qui tient le lecteur en haleine tout au long du récit. Et c'est vrai que une fois qu'on a la situation qui est posée, on est pris dedans et en fait, on a du mal à lâcher le livre parce qu'on a envie de savoir ce qui va arriver au personnage et vraiment que cette tension qui grandit au fil des pages, eh bien, on a envie de savoir ce qui va arriver à ces 3 personnages. Comme vous pouvez vous en douter, j'ai vécu de terribles moments aux côtés de nos personnages et je peux même vous dire que pour certains passages, moi, on va dire, il y a quand même pas beaucoup de choses qui me trigger. Il fallait avoir le cœur bien accroché, j'ai trouvé vraiment pour certains passages, je me disais, ah ouais, là quand même, ouais, vraiment, faut avoir le cœur bien accroché, c'est tout ce que je peux vous dire. Et pendant notre lecture, on va également vivre les angoisses et les moments de lâcher prise de notre protagoniste. Effectivement, on suit l'histoire du point de vue d'un des personnages, Jonathan, donc c'est celui qui est enchaîné au poignet et qui est le propriétaire du chien. Et on va aussi voir comment ça se passe avec ses compagnons d'infortune. Et bien entendu, dès le départ, on se demande qui est derrière tout cela, et des révélations vont arriver progressivement au fil de l'histoire. J'ai trouvé la fin inattendue. C'est vrai que par moments, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser, et l'auteur, en plus de ça, parvient à nous faire douter de certains éléments jusqu'au bout. J'ai retiré un point, car je dirais qu'au début, il m'a fallu un petit moment pour vraiment entrer dans l'histoire, et vraiment, je pense que c'était après le moment où on a posé le décor et vraiment où la notion de survie se mettait en place. C'est là que je suis vraiment entrée dans le récit. Et je dois dire qu'une fois cette étape passée, par contre, c'était très dur de le lâcher et je voulais à tout prix savoir la suite et connaître le fin mot de cette histoire. Donc voilà, c'est une lecture que j'ai trouvée très intéressante et j'ai été heureuse de retrouver la plume de Tillier. C'est toujours une plume qui est prenante à la fois, mais aussi
qui sait nous tenir en haleine tout du long. Et là on est sur une lecture qui fait, alors, plus de 3, oui, qui fait 345 pages. C'est des chapitres assez courts, en général ils font moins d'une dizaine de pages, donc vous voyez ça se lit très vite, ça s'enchaîne. Et au niveau de la mise en page, c'est, voilà, pour un poche je dirais que c'est quand même écrit assez gros, par contre c'est assez serré, mais j'ai envie de vous dire, les pages, quand vous êtes pris dedans, ça se lit très vite et ça défile. Donc voilà, pour moi j'ai été heureuse de... Ce sera mon... Je réfléchis, ce sera mon deuxième Franck Tillier, mon premier c'était Puzzle. Donc franchement, je me réjouis de découvrir petit à petit la plume de l'auteur. Entre temps j'avais aussi lu sa BD Le Village, qui était aussi dans une ambiance assez sombre, mais je me réjouis de découvrir petit à petit son univers, surtout que Puzzle et Vertige sont des one-shots, parce que je sais qu'avec Tillier, il y a aussi une saga, voire plusieurs sagas avec des enquêteurs. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention au Tillier que vous prenez. Mais c'est vrai que voilà, c'est un auteur que j'ai envie de découvrir petit à petit, et pour le moment je ne suis pas déçue en tout cas. J'ai également lu L'Arbre et les Étoiles, le premier tome, le dernier livre de R.H. Long en auto-édition. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique et je remercie encore l'autrice pour notre service presse. Et ici, nous suivons donc une jeune femme, Emma, qui vient de notre époque et qui va se réveiller 1000 ans plus tard, donc dans le futur. Elle va découvrir un univers où les hommes vivent en symbiose avec des génies. Ça veut dire que voilà, ils doivent voilà, laisser l'accès à ce génie dans leur pensée. Et Emma va rapidement se poser la question si en fait le fait de laisser entrer un de ces génies en elle, ça ne va pas lui retirer son libre arbitre, sa manière de penser, toutes ces choses-là. Et en plus de ça, Emma va tomber sur un objet qui est totalement désuet pour cette époque et qu'elle est la seule à pouvoir déchiffrer. Il s'agit d'un vieux livre et ce livre pourrait bien enfermer beaucoup de choses intéressantes. Après, l'autrice, pour nous décrire son univers, il y a une phrase qu'elle utilise que je trouve très bien faite et que je vais vous relire aussi. C'est « Avant les génies, il y avait les IA. Avant les IA, Google. Avant Google, les académies savantes. Avant les académies savantes, les livres. Avant les livres, les écoles. Avant les écoles, il y avait les contes et les histoires. Et avant les histoires. Avant les histoires, il y avait les forêts. » Voilà. Donc ça, c'est une phrase que l'on va retrouver à plusieurs reprises dans le livre, mais que je trouve vraiment très bien. J'ai mis la note de 8 sur 10 à cette lecture, et comme vous pouvez vous en douter, c'est un récit de science-fiction tout simplement prenant, et qui m'a fait voyager à travers plusieurs planètes. Donc comme vous pouvez l'imaginer, dans 1000 ans, le fait de voyager d'une planète à l'autre se fera sans problème pour l'être humain. Donc c'est vrai que là, on va beaucoup voyager, découvrir différents mondes, et tout ça, j'ai vraiment trouvé très intéressant. En plus de ça, on a un univers qui est tout simplement impressionnant et je me suis rapidement attachée aux personnages. Et la plume de l'autrice est à la fois captivante et riche, franchement. Elle nous fait, au niveau des descriptions, j'ai trouvé que c'était vraiment riche, complet, mais sans en avoir trop non plus, parce que il y a cette idée que je trouve quand... moi j'aime avoir pas mal d'informations, mettre sous la dent, mais quand c'est trop, ça devient indigeste, et là, on était juste sur le bon équilibre, j'ai trouvé. On est également sur une intrigue qui invite également à la réflexion. En effet, comme on peut s'en douter, les humains du futur ont accès à une immense quantité de savoir grâce aux génies. Donc les génies, pour vous faire donner une idée de ce que c'est, ce sont des IA beaucoup plus perfectionnées et indépendantes. Voilà, pour que vous puissiez un peu vous faire une idée de ce que c'est. Mais par contre, malgré tout ce savoir qu'ils ont à portée de main, ils se révèlent incapables d'accomplir des tâches qui pour nous, humains d'aujourd'hui, sont carrément automatiques, j'ai envie de dire. Donc, voilà, il y a quand même des choses qui portent à se questionner. Et notre protagoniste, donc Emma, elle tente de s'adapter à ce monde, à ces personnages, et la découverte d'un livre qu'elle est la seule à pouvoir déchiffrer va jouer un rôle clé dans cette histoire. Et grâce aussi à ce livre, nous allons découvrir progressivement ce qu'il s'est passé sur la Terre dans le passé, ainsi que la naissance des génies, comment ces entités sont nées tout simplement. Et ce livre pourrait aussi permettre d'accéder à un savoir capable de protéger cette nouvelle humanité, donc c'est pour ça qu'il se révèle aussi important. Donc dans cette histoire, comme vous pouvez vous en douter, on va se retrouver embarqué dans un périple. Petit à petit, on va aussi se rendre compte que dans cet univers, les négociations sont importantes et que la paix
entre certains génies est vraiment très fragile. Le dénouement final est tout simplement prenant et laisse présager une quête acharnée et des rebondissements palpitants pour la suite. J'ai retiré un point car il m'a fallu un certain temps pour m'acclimater à cet univers qui est assez complet, je dois dire quand même, et aussi car je dois dire que je n'avais pas tout de suite compris exactement ce qu'étaient les génies au départ, donc c'est aussi ça qui m'a fallu un petit moment pour comprendre, et vraiment une fois que j'ai eu tous les éléments, eh bien j'étais vraiment prise dans l'histoire et j'étais curieuse de connaître la suite, donc vraiment c'est une histoire je pense qui a un gros potentiel, j'ai envie de dire, et là j'ai hâte de découvrir la suite, surtout que là où s'arrête l'histoire, on est en train de se rendre vers une autre planète, et disons que j'ai hâte de voir ce qui va se passer sur cette fameuse planète. J'ai également lu Le Bazar Bizarre, le premier tome, le Gossipy, de Valentina Venegoni et Offred, aux éditions Jungle. Je vous m'accorde ici car c'est une BD que j'ai lue en numérique et je remercie encore la maison d'édition ainsi que NetGalley pour ce service presse. Et donc ici, on va dire que tout le monde connaît les anciennes créatures, par exemple les sorcières, les dragons, mais on ne connaît pas les créatures nées des peurs modernes. Et ça, c'est bien normal, car en fait, elles sont maîtrisées et stockées dans l'arrière-boutique du grand-père de Mina. Mina commence petit à petit à découvrir cette arrière-boutique et les créatures qui s'y cachent. Et elle va faire aussi la rencontre d'une autre créature qui vient justement de ces peurs modernes. Donc ici, c'est une BD à laquelle j'ai mis la note de 8 sur 10. J'ai vraiment trouvé que c'était une BD très sympathique et j'ai passé un agréable moment de lecture. L'histoire, j'ai trouvé, est intéressante et prenante, et comme vous pouvez vous en douter, Mina, elle se réjouit de découvrir le bazar bizarre, donc l'arrière-boutique de son grand-père, ainsi que les créatures qu'il y a à l'intérieur. Et disons que ces créatures, moi j'ai vraiment apprécié les découvrir car elles sont très variées, et on se rend bien vite compte aussi que certaines sont inoffensives, alors que d'autres peuvent se révéler bien dangereuses. Mais rapidement, les choses ne vont pas se passer comme prévu, et Mina sent que son grand-père lui dissimule bien des mystères. Par la suite, Mina devra également faire ses propres choix, quitte à ne pas être en adéquation avec ses proches. Et on a aussi une créature fantastique qui va prendre de l'importance au fil du récit, et vraiment, je suis curieuse d'en apprendre davantage à son sujet, et je pense que ce sera développé dans les prochains tomes. Comme vous pouvez en douter, ce premier tome est assez introductif, tout en cachant beaucoup de secrets. Après, il se passe quand même quelques éléments intéressant, mais on va vraiment nous poser les bases de cet univers, mais on sent encore qu'il y a bien des éléments qui nous sont dissimulés. Je dois dire, j'ai vraiment apprécié rencontrer les différentes créatures fantastiques, et j'ai trouvé d'autant plus intéressant le lien qu'elles ont avec notre société. Comme je vous ai dit, elles sont liées à des peurs modernes, donc je vous laisse une idée des créatures que vous pourrez découvrir, et ce qu'une peur de notre époque peut générer comme créature fantastique. Au niveau des illustrations, comment vous dire, alors j'ai vraiment apprécié ce style d'illustration, je vous mettrai des planches ici pour que vous puissiez voir. Je trouvais que les illustrations sont vraiment réalistes, détaillées, et moi vraiment c'est des illustrations auxquelles j'adhère complètement, c'était tout simplement sublime. Et avec tout ça, on avait une colorisation qui était très vive, très peps, et je trouve que ça allait vraiment très bien ensemble. Pareil pour les créatures, elles étaient très bien réalisées. Et vraiment, comment vous dire, au niveau des illustrations, c'est une BD, comme j'ai envie de dire, où le style de dessin déjà me parle. C'est pour ça que je me suis tournée vers cette BD dès le départ. J'ai vu les dessins, je me suis dit, ah ouais là, ça me parle pour le dessin, déjà. Et quand je suis en train de lire, comme je vous dis, moi j'aime vraiment tout ce qui est belles illustrations, toutes ces choses-là. Et là, c'est une de ces BD où, même si elle n'est pas très longue, je crois qu'elle faisait une 50aine de pages, eh bien j'ai quand même mis un peu plus de temps à la lire, tout simplement car à chaque fois je m'arrêtais sur les illustrations pour regarder vraiment tous les détails, j'étais en admiration sur chaque page, et vraiment là pour moi c'était aussi un vrai régal visuel. J'ai retiré un point à ce tome car je dois dire que j'ai eu du mal avec les préjugés et les critiques entre filles que nous rencontrons dans ce volume justement, car dès le début en fait Mina semble avoir un avis très tranché sur un certain personnage, et pour nous lecteurs, il est compliqué de vraiment se faire une idée sur le fameux personnage étant donné qu'on est influencé par Mina. Et Mina, on va dire aussi, on se pose des questions car dès le départ, on se rend compte qu'elle ne semble pas avoir beaucoup de vrais amis.
Donc voilà ce que j'ai un peu moins apprécié dans ce tome, et après à voir est-ce que ce sera un peu plus développé par la suite. Et même avec le fameux personnage que je vous dis que Mina a un avis très tranché dessus, j'ai aussi peut-être une hypothèse, alors à voir par la suite est-ce que mon hypothèse est juste ou pas. Mais voilà, en tout cas ce que j'en ai vu dans ce premier tome, ça j'ai trouvé que ça, j'ai moins apprécié. Mais pour moi ça reste une très bonne BD jeunesse, je trouve, de très belles images avec ces créatures fantastiques, je trouve ça super. L'univers et en fait l'idée de se dire que Mina va devoir capturer ces créatures pour justement éviter qu'elles fassent du mal aux humains, je trouve ça vraiment sympathique. Et suite à certains secrets qui sont quand même un peu dévoilés, je suis curieuse de savoir ce qui va se dérouler dans les prochains tomes, mais en tout cas pour moi c'était une BD très intéressante et j'ai hâte de découvrir la suite. J'ai également lu Fantomette et la Dent du Diable, donc c'est le tome 11 de la saga Fantomette, et c'est de Georges Chollet aux éditions Hachette dans la collection Bibliothèque Rose. Voilà, je vous montre la couverture. Et donc là, on va suivre Fantomette qui va se rendre en colonie de vacances, si l'on veut bien, dans un chalet isolé. Et disons qu'il va commencer à se passer de mystérieuses choses à l'intérieur du chalet. Et Fantomette va donc mener l'enquête. Voilà tout ce que je peux vous dire pour le résumé. Ici, c'est un livre auquel j'ai mis la note de 7 sur 10. Alors, déjà, il faut que je vous dise que je n'avais jamais lu de Fantomette dans ma jeunesse, et que le fait d'avoir trouvé celui-ci en boîte à livres, ça a été l'occasion d'y remédier. C'est donc mon tout premier Fantomette. Et donc, de ce fait, j'étais curieuse de découvrir la saga, mais aussi je n'avais aucune idée de la véritable identité de Fantomette, ni même si au départ Fantomette était dans la colonie de vacances, et si elle y était, qui elle est dans la vraie vie en fait. Et voilà, et puis même, je voyais en gros ce qu'était Fantomette, mais après, qu'est-ce qu'elle faisait exactement, ça non plus, je ne savais pas vraiment. Donc j'ai pu le découvrir grâce à ce tome. Et donc là on est sur une aventure jeunesse qui est sympathique, qui nous plonge immédiatement dans l'ambiance d'un camp de ski quoi. Vraiment, on commence avec l'arrivée en car à la colonie, l'installation, puis petit à petit les événements mystérieux qui commencent à s'enchaîner, mais on reste sur cette ambiance ski, neige, chalet, tout ça. Donc vraiment j'ai bien apprécié tout ce que l'on va retrouver comme univers dans ce tome. Comme vous pouvez vous en douter, les vacances ne seront pas de tout repos pour notre protagoniste, qui va devoir élucider les mystérieux événements qui se déroulent au chalet. Et en plus, la colonie fait également la rencontre de personnages qui sont déjà apparus dans les précédents tomes. La question est alors de savoir dans quel camp il se trouve. Donc pour moi, je vous avoue, hein, comme je savais pas du tout, jamais lu de Fantomette, pareil, là, quand il reconnaît ces personnages, moi je me disais, ouais, je sais pas qui c'est, mais apparemment, ils les ont déjà vus auparavant, et c'était pas des personnages très sympathiques, donc c'est pour ça qu'on va se demander, est-ce qu'ils auront vraiment changé de camp, ou est-ce que, en fait, il faut avoir des doutes les concernant. Notre héroïne va devoir se montrer futée pour venir à bout de cette aventure. Et un autre point que j'ai trouvé sympathique, c'est qu'on a beaucoup d'illustrations en noir et blanc, voire même des fois en couleur, qui accompagnent le récit et qui permettent de vraiment s'immerger pleinement dans l'intrigue. Notamment là, vous voyez, on a le... Alors déjà, on a une carte aussi qui permet vraiment de s'imaginer où sont nos personnages, avec le chalet, le domaine skiable, les villages, etc. Et là, ben voilà, pour vous montrer certaines images, là on a le départ quand il voyage en bus. Là pareil, l'arrivée, vous voyez, c'est vraiment des petites images vraiment qui nous mettent dans l'ambiance. Et si je vous trouve peut-être juste des images en couleur, mais qui ne spoilent pas, ce serait sympa. Là voilà, bah là aussi une randonnée. Voilà, celle-ci est en couleur, une randonnée à la montagne. Voilà. Donc là pareil, ça je trouvais que c'était vraiment sympa, puis il y en a quand même pas mal, et comme ça, comme je vous dis, on est vraiment dans l'ambiance avec la colonie, et ça c'est aussi très sympathique pour une lecture jeunesse. Après j'ai enlevé quelques points tout simplement car j'ai trouvé que l'histoire, de mon point de vue d'adulte, est rapidement prévisible. C'est-à-dire que, voilà, dès un certain moment, j'ai très clairement vu venir la fin. Et aussi, je n'ai pas vraiment été embarquée dans l'aventure, dans le sens où je
le fait de savoir peut-être ce qui allait se passer a fait que j'ai eu l'impression de moins vivre l'aventure aux côtés de Fantomette et les autres membres de la colonie, que voilà, je sais pas, j'étais un peu en décalage, comme si je l'observais de loin, je sais pas comment dire ça. Mais c'est pour ça que j'ai enlevé quelques points. Après, c'est vrai que j'ai aussi jugé, avec les souvenirs que j'avais des clubs des 5 qui sont aussi une collection dans Bibliothèque Rose. Et dans les clubs des 5, alors j'avais le souvenir d'être plus surpris quand je les lisais. Plus surprise dans l'histoire que là. Effectivement, il y avait l'ambiance qui était sympathique. Il y avait le mystère quand même qui était intéressant, de voir comment Fantomette va l'élucider, tout ce qui s'y passe. Mais très vite, j'ai compris ce qui allait se passer. Et cette impression de pouvoir autant anticiper, il me semble que je ne l'avais pas dans les clubs des 5. Après, je ne les ai pas relus depuis un moment, peut-être qu'à l'heure actuelle, je vous dirais exactement la même chose, je ne sais pas. Il faudrait que j'en relise pour pouvoir me faire une idée. Mais là, c'est vraiment, comme je vous dis, très vite. Je savais ce qui allait se passer. Et plus il venait certains éléments, plus je me disais, oui, ben avec ça, ils vont pouvoir faire ça, etc. Et donc, j'ai pas eu de réelle surprise pendant ma lecture, même si ça restait une lecture sympathique de mon point de vue pour les jeunes. Et même si j'ai passé un bon moment avec la colonie. Donc là, en plus, c'est une lecture qui s'est lue assez rapidement. Car c'est un livre qui fait un peu plus de 180 pages, mais comme vous avez régulièrement des images qui viennent s'intercaler, ça se lit très vite. C'est quand même écrit aussi, c'est une écriture assez grande, même si c'est assez serré. Pour vous montrer où il y a juste, si je trouve juste une page, voilà, avec du texte. Mais voilà, comme je vous dis, puis c'est un vocabulaire qui est assez accessible, qui est vraiment pensé pour la jeunesse. Et voilà, peut-être que si je les avais lus plus tôt, j'aurais tout autant adoré Fantomette que le Club des 5, mais là c'est vrai que c'était une belle découverte. J'ai envie d'en lire d'autres pour voir si j'aurais cette même impression. Et pour celui-ci, en tout cas, ça m'a permis de découvrir l'univers de Fantomette. J'ai également lu le troisième et dernier tome de L'Immortel, Le réveil du troisième de Marie Lyonnais aux éditions Cadalim. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique. Et donc pour faire un bref résumé du premier tome, en fait on suit Anna qui était une jeune fille comme les autres, qui suivait des études, qui aimait aller se promener à cheval avec sa meilleure amie. Sauf qu'un soir, elle va être témoin d'une agression. Elle va tenter de s'interposer, sauf qu'elle va se faire enlever. Et à partir de là, elle va découvrir ce que sont les immortels. Voilà tout ce que je peux vous dire pour le résumé. Donc, j'ai mis la note de 8 sur 10 à cette lecture. Je peux juste déjà vous dire qu'il y a des avertissements qu'il vaut mieux connaître. Si vous pouvez être sensible à certains sujets, c'est mieux de les savoir. Je les ai tous notés sur le blog. À la fin de ma chronique, vous les avez tous au cas où si vous voulez aller jeter un œil. Et si la chronique n'est pas encore en ligne, n'hésitez pas à me mettre un mail ou un message privé, soit sur Instagram, vous pouvez le faire, ou vous avez mon adresse mail dans la description. Et je vous noterai exactement ce qu'il y a comme avertissement pour que voilà, vous puissiez être informé avant de vous lancer dans la lecture. Et je ne vous les dis pas car je n'ai pas envie de vous spoiler, c'est juste pour ça, je préfère vous les dire si vous avez envie de les connaître et que vous ne savez pas si vous pouvez vous lancer dans cette lecture. Donc, tout d'abord, c'était vraiment un plaisir de retrouver la plume de l'autrice, à la fois fluide, agréable et immersive. Dans ce tome, l'intrigue va se centrer sur nos personnages qui ont bien évolué, comme vous pouvez vous en douter, depuis le premier tome. Et on va aussi se focaliser sur les décisions importantes qu'ils vont devoir prendre. Et sur l'évolution de leur relation. Là, je ne peux pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler. Et j'ai envie de dire que suite à tout ce qui est dit, le lecteur parvient à mieux comprendre certains éléments qui se sont déroulés par le passé, tout simplement, et les états d'âme et les réflexions de nos personnages. J'ai aussi apprécié de découvrir de nouveaux personnages intéressants qui vont faire leur apparition au long du récit. Un autre point qui m'a beaucoup plu, donc c'est les révélations importantes qui vont être faites durant cette histoire, mais aussi l'aspect mythologique qui est introduit à l'intérieur. Donc vraiment ça c'est quelque chose que je ne m'attendais pas à voir mais qui m'a beaucoup plu. Et pour ce qui est du dénouement final, j'ai trouvé qu'il était prenant avec des enjeux importants. Et pour ce qui est du dénouement final, j'ai trouvé qu'il était prenant avec des enjeux importants. Et justement, on avait toutes les réponses aux questions qu'on se posait dans les autres tomes. J'ai enlevé des points tout simplement car je m'attendais à avoir une fin plus étoffée, notamment concernant la bataille finale. En fait, la bataille finale, je pensais que pouvoir y assister pour vraiment être dans le vif
du sujet, mais en fait, disons que le lecteur la vivra plus en retrait car le personnage que l'on suit principalement est, entre guillemets, va écarter un peu de cette bataille finale et on apprendra seulement les éléments à la fin, et ça j'ai trouvé dommage car j'aurais vraiment voulu être au cœur de ce qui se passait, car de savoir comment ça allait se dérouler, vraiment la vivre. Et là en fait, alors je comprends pourquoi l'autrice a pris la décision de garder, de mettre un peu cet écart, mais c'est vrai que pour moi, étant une grande passionnée de tout ça, et étant donné tout ce qui s'est passé auparavant, je me serais plutôt vue la vivre pleinement, ou quitte à avoir un autre point de vue à ce moment-là pour pouvoir la vivre, que de finir de cette manière, car là j'ai été un peu frustrée, on va dire, du fait de juste de ne pas y participer tout simplement, et c'est ça qui a un peu fait baisser ma note. Après, ça reste une très bonne saga, j'ai trouvé intéressant. C'est une saga un peu d'urban fantasy, je dirais, et si vous aimez tout ce qui est urban fantasy avec la découverte de nouvelles créatures fantastiques, j'ai envie de dire, et aussi avec des rebondissements, une romance, toutes ces choses-là, je pense que cette saga pourra vous plaire et je vous la recommande. En tout cas, moi j'ai passé un moment de lecture et je suis contente d'avoir pu terminer cette saga. Pour le Synesthesia Book Challenge du mois de mars, j'ai lu Emma, donc il fallait lire un livre en lien avec les couleurs pastel, donc celui-ci me paraissait idéal. Donc c'est de Claudia Kuhn, Tara Spruit, et c'est adapté de l'œuvre de Jane Austen, et c'est aux éditions Jungle, donc là on est sur un roman graphique. Ici en fait on va suivre Emma qui vit dans le petit bourg de Highbury. C'est une riche et belle dame. Elle a une vie agréable auprès de son père aimant et elle ne changerait son quotidien pour rien au monde. Sauf qu'Emma, il y a quelque chose qu'elle aime beaucoup faire, c'est jouer les entremetteuses pour assortir les couples. Et disons que là, elle se met en quête de chercher un bon parti à la jolie Harriet. Et disons que là, cette fois, il se pourrait bien que ce soit Emma qui rencontre aussi des imprévus face à l'amour. Voilà pour le résumé. Donc ici, c'est une lecture à laquelle j'ai mis la note de 7 sur 10. Et alors, disons que je dois déjà vous faire une confession. Je n'ai jamais lu d'œuvre de Jane Austen jusqu'à présent. Et c'est la première fois du coup que je découvre une de ses œuvres, et en plus là, qui a été adaptée en roman graphique. Comme vous pouvez vous en douter, tout du long du roman, nous allons suivre Emma à travers une nouvelle amitié déjà avec Harriet. Mais nous découvrons aussi son drôle de jeu, comme je vous disais, consistant à assortir les couples ainsi que différentes émotions qu'elle peut éprouver pour certaines personnes. Car oui, il y a pas mal de personnages qu'elle rencontre, et on va dire qu'il y a certains, ouais, les plus sympathiques avec eux, et puis d'autres où elle se méfie ou qu'elle a vraiment des préjugés à leur égard. Au programme de cette lecture, vous allez faire des balades à la campagne, avoir des rendez-vous autour d'une tasse de thé, et aussi assister à des soirées mondaines. Vraiment un peu des éléments qui ressemblent un peu au Bridgerton tout simplement. Et comme je vous le disais, Emma souhaite absolument trouver un bon parti pour sa nouvelle amie Harriet, sauf qu'elle pourrait bien se retrouver prise à son propre jeu pour cette fois. Et on va dire que dans le dénouement final, Emma va devoir faire des choix importants qui vont impacter la vie tranquille qu'elle s'est construite jusqu'à présent. Et oui, comme je vous le disais, c'est donc un roman graphique, et donc à l'intérieur vous retrouvez de magnifiques illustrations qui nous replongent en 1815. Oui, 1815, c'est bien cela. Et franchement, avec les couleurs vives, tout ça, je trouve que c'était magnifique. Voilà, c'est juste pour vous montrer. J'aime beaucoup les illustrations, c'est magnifique. Vraiment sublime. J'essaye de vous montrer des choses pour ne pas vous spoiler. Voilà, je vous montre la première page. Vous voyez, c'est vraiment sublime. C'est un régal pour les yeux en tout cas. Et après, disons que j'ai enlevé quelques points, car je ne suis déjà pas parvenue à m'attacher à notre protagoniste. Pour moi, j'ai trouvé qu'elle faisait preuve de beaucoup de prétention tout au long du récit. Et disons qu'elle va se prendre la tête à plusieurs reprises avec des personnages qui ne vont tout simplement pas dans son sens. Et le fait qu'ils n'aillent pas dans son sens, eh bien c'est une raison de se prendre la tête avec. Mais surtout, ce qui fait que je ne l'ai pas apprécié, c'est que j'ai l'impression qu'elle se montre égoïste, et là, vraiment clairement égoïste lors de certains passages.
J'ai aussi enlevé quelques points parce que j'ai beaucoup de mal à retenir tous les personnages qui sont présents dans cet univers. Et aussi, j'ai eu du mal à les reconnaître. Alors déjà, à tout retenir le nom, c'était déjà compliqué. Mais après, en plus, pour les reconnaître, certains personnages, au niveau des dessins, se ressemblent assez. Alors vraiment, pour moi, ça a été très difficile de savoir qui était qui, juste en me fiant au dessin, parce que des fois, comme je vous dis, comme ils pouvaient se ressembler, c'était compliqué. Alors, en plus, on a ça au départ pour nous aider à nous y retrouver, mais même avec tous ces tableaux, c'est qu'on nous explique les personnages, où on nous donne juste les noms des personnages et les têtes, j'arrivais pas à m'y retrouver, c'est pour ça que j'ai enlevé quelques points. Car vraiment, on va dire au niveau des personnages, des fois quand on parlait de Monsieur X, j'étais là, mais c'était plus qui Monsieur X, alors que pourtant, je l'ai lu sur 2 jours. Je veux dire, j'ai pas eu un énorme laps de temps où j'ai arrêté ma lecture, mais les personnages, j'ai eu beaucoup de mal à m'y retrouver en fait, tout simplement, que ce soit... Et même au niveau visuel, j'ai pas pu me fier sur le fait de me dire « Ah mais oui, sa tête, lui, je me rappelle ». Car non, des fois, comme il se ressemblait beaucoup, je me disais « Mais c'est lui ou c'est l'autre ?» Et voilà, donc pourquoi j'ai enlevé quelques points. Mais ça reste une bonne découverte, ça m'aura permis aussi de découvrir un classique en format roman graphique pour le coup, et de découvrir ainsi l'histoire, la plume plutôt de Jane Austen, car c'est vrai que c'est la... Je pense que les textes n'ont pas été tellement modifiés, mais c'est vrai que je me dis qu'après avoir lu le graphique, je ne sais pas si le texte me conviendrait, voilà. Mais après, ça reste une bonne découverte. J'ai apprécié les illustrations et découvrir l'histoire d'Emma. Et je crois qu'il y a également Orgueil et Préjugés qui est sorti dans ce format-là. Donc si un jour je le trouve, pourquoi pas le prendre pour également le découvrir et ainsi pouvoir découvrir un autre classique, mais une réadaptation en roman graphique. Et je vais maintenant vous présenter mon premier coup de cœur de l'année 2026. Il s'agit de Donne-moi des ailes de Nicolas Vanier aux éditions Pocket. Voilà, je vous montre la couverture. Et c'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec mon amie Louise. Alors ici, en fait, on suit Christian qui est passionné d'oiseaux et qui a décidé de sauver une espèce en particulier, les oies naines. Il s'est exilé en Camargue pour pouvoir mener un projet fou. En fait, son idée, c'est de pouvoir habituer des tout petits, les oiseaux, au bruit d'un ULM pour pouvoir ensuite voler avec eux et créer une nouvelle route migratoire loin des dangers. Sauf que, droit au moment où il va mettre en place tout ça, son fils va arriver pour des vacances et disons qu'au départ lui n'est pas emballé de venir en Camargue chez son père, loin de tout. Sauf que petit à petit, il va se laisser, comment dire, il va se prendre l'intérêt pour le projet. Voilà. Donc j'ai mis à cette lecture 9 de 10 sur 10, ça a été un énorme coup de cœur. Franchement, c'est une lecture que j'ai trouvée forte et émouvante et vraiment ça m'a touchée. Surtout que on aborde un thème qui m'est également très cher, le sauvetage d'animaux et là plus particulièrement d'oies naines. Et disons aussi que j'avais hâte de lire ce roman car en fait l'histoire est inspirée d'une histoire vraie. Donc j'ai plongé dans un récit émouvant avec un projet fort centré sur le sauvetage des oies naines, tout ça grâce à la création d'une nouvelle loi migratoire hors des dangers. Mais en plus de ça, le récit montre également le lien qui se recrée entre un père et son fils grâce à cette aventure. Et au fil de l'histoire, on va assister au changement total de l'adolescent. Tout ça est lié à son attachement aux oies naines et à son implication dans le projet. Et l'intrigue nous permet également de suivre les oies depuis leur naissance jusqu'à leur migration de la Norvège à la France, le tout en respectant un protocole très strict pour la réussite de cette odyssée. Effectivement, déjà, comme je disais, il faut que les oies soient habituées depuis tout petit au bruit d'un ULM. Et en plus de ça, il faut qu'elles ne s'habituent pas à l'humain. Donc il y a une technique qu'ils vont utiliser justement pour faire en sorte que quand même Christian et son fils soient considérés comme des parents par les oies, mais que par contre les oies craignent quand même les humains. Donc tout ça s'explique là-dedans, mais c'était vraiment très intéressant. Et disons tout simplement que dans ce livre, j'ai voyagé à travers de magnifiques contrées, que ce soit sur Terre comme dans le ciel. Car déjà, tout le long du voyage où il part de la Camargue pour aller vers la Norvège,
Il y a des paysages qui sont décrits, mais je m'y voyais et je voyais ces images, je me disais mais ça a l'air magnifique. Et après pareil pour le retour, où en fait on fait le trajet en sens inverse, mais depuis le ciel en ULM. Et là pareil, je me disais waouh, ça a l'air magnifique ces étendues que l'on doit voir depuis cette espèce de petit avion, on va dire. J'ai également trouvé intéressantes les informations qui sont données sur cette espèce d'oie, ainsi que la sensibilisation à l'extinction progressive des oiseaux en Europe. Et pour ça, en fait, pour vraiment tout résumer, on a juste une phrase dans... Voilà, c'est hors de l'histoire, mais une phrase qui nous explique tout ça. Je vais vous la lire. Plus de 420 millions d'oiseaux ont disparu du ciel européen en moins de 30 ans. Tandis que le béton et l'asphalte gagnent 80 000 hectares par an dans un pays comme la France. Aujourd'hui plus que jamais, alors qu'au dire des experts, il reste 2 ans pour réagir. Il s'agit de rappeler ce proverbe indien. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Donc voilà une phrase forte, mais aussi qui montre comme quoi, bien, dans quelques années, ça serait très rare de voir des oiseaux par chez nous si nous ne faisons rien. Au départ, c'est vrai qu'on peut se dire que c'est une expérience qui paraît totalement folle. Mais la persévérance de nos protagonistes et l'obstination de Thomas, donc le fils, jouent un rôle clé dans cette aventure. Et j'ai aussi trouvé le dénouement final touchant qui laisse planer une note d'espoir pour l'avenir des Oanen. Donc vraiment, c'est une lecture, je dirais, qui m'a vraiment touchée, car elle touche déjà un point sensible pour moi, la survie des animaux tout simplement, et de voir ce que ce monsieur, parce que c'est la personne qui a fait ce voyage s'appelait Christian Moulek, donc de voir ce qu'a fait ce monsieur pour essayer de sauver une espèce en proposant un nouveau chemin migratoire. Je me dis qu'il y a quand même encore des personnes qui sont prêtes à se battre sur notre planète, et ça fait chaud au cœur, surtout pour les animaux, parce que j'ai l'impression que des fois, les animaux on dit oui, il faut les sauver tout ça, mais on fait pas grand chose pour le faire. Et voilà, donc ce livre, comment dire, il m'a donné de l'espoir d'un certain côté, et c'était beau, c'était touchant, et vraiment c'est un livre que je vous recommande de découvrir. Et entre temps j'ai aussi pu voir l'adaptation qui a été faite en film, et comment vous dire, alors là aussi ça m'a vraiment touchée, c'est poignant. Et durant le visionnage, j'ai pleuré à plusieurs reprises tellement certaines scènes sont belles, mais également fortes. Et, et voilà, donc pour moi, c'est une lecture que je trouve vraiment émouvante, qui m'a percutée, touchée en plein cœur, comme je le dis. Et c'est pour ça que ça ne peut être qu'un coup de cœur pour moi. Ah, et j'ai oublié de vous dire, donc c'est un livre qui fait un peu plus de 330 pages. L'écriture est de taille standard, mais c'est assez serré, voilà. Mais voilà, comme, en tout cas, au moment de la lecture, comme il y avait un découpage, comment vous dire, les parties je les ai très vite, car ça c'est fluide, ça s'enchaîne, et même des fois c'était compliqué d'attendre de commencer la deuxième partie, et je sais que mon amie Louise, elle, quand on a eu fini la deuxième partie, je sais plus, c'était bien avant la date de fin de cette partie-là, justement. Et elle a directement enchaîné et on l'a fini bien avant la date de fin de la lecture commune officielle. Mais en tout cas, elle aussi, elle a passé un super moment de lecture et elle m'a dit que c'était un livre qui allait lui rester longtemps en mémoire. J'ai également lu Merci l'épouvantail ou Le triple miracle de Noël d'Isabelle Ecquet en auto-édition. Donc je vous montre la couverture ici, on est sur un récit jeunesse. Pour faire un résumé, en fait on suit Cloche qui est un vieux clochard qui vit tranquillement dans la nature avec ses amis, ses différents amis. Et un jour il va entendre des pleurs et ils vont la découvrir que la petite Zoé a été oubliée par le Père Noël. Et donc avec son ami Merci l'épouvantail, il décide de remédier à cela et d'essayer de lui redonner le sourire. Donc ici c'est une lecture à laquelle j'ai mis 8 sur 10. Donc je remercie encore l'autrice pour l'envoi de ce service presse et pour sa confiance. Et en fait j'étais curieuse de découvrir ce récit jeunesse, car c'est vrai que le résumé m'intriguait et puis je me demandais comment allait être tournée l'amitié entre un humain et un épouvantail tout simplement, et aussi découvrir les autres amis de Cloche tout simplement. Je suis tombée sur une belle histoire qui met en avant l'entraide, l'amitié et l'acceptation.
Le tout porté par une plume accessible et fluide. Vraiment, ce sont de très bons messages, j'ai trouvé, pour la jeunesse et la manière dont on les représente. Je trouve que c'était vraiment très bien réalisé. Et je sais apprécier la manière dont on va revivre la rencontre de Cloche avec les différents animaux qui sont désormais ses amis, car en fait on revient un peu en arrière par rapport à l'histoire de Zoé. Et ce que j'ai apprécié, c'est... Alors on découvre comment est-ce qu'il a rencontré chacun de ses amis animaux, et la façon dont il tente de leur venir en aide, sans oublier également sa rencontre avec Merci l'épouvantail que l'on va trouver à l'intérieur, et après on va revenir à l'histoire de la petite Zoé avec tout ce petit monde. Comme vous pouvez vous en douter, notre petite bande va tout faire pour redonner le sourire à petite Zoé en ce jour de Noël, surtout que c'est un jour bien particulier. J'ai trouvé les personnages attachants et l'intrigue progresse entre la recherche d'idées et également des passages qui font tout simplement sourire. Comme je vous le disais, on a de beaux messages qui sont véhiculés à travers le récit et le dénouement s'accorde parfaitement avec l'esprit et la magie de Noël. J'ai juste enlevé un point car c'est vrai que je regrette de ne pas avoir trouvé plus d'images à l'intérieur de ce récit, étant donné qu'on est sur du jeunesse. Je pense que ça aurait été encore plus immersif pour les jeunes lecteurs à qui leurs parents pourraient raconter ce livre. Et en fait, il y a seulement 2 histoires, une à la fin et une qui est au milieu du récit, mais on n'en a pas d'autres. Voilà, juste pour vous montrer, voilà, c'est celle-ci qu'on trouve à la fin du récit. Et je me suis dit que ça pourrait être vraiment intéressant d'ajouter d'autres illustrations pour permettre aussi de davantage s'immerger dans le récit, surtout pour les jeunes lecteurs. Après, c'est pas forcément des illustrations couleur, même des illustrations en noir et blanc bien réalisées, ça peut être aussi déjà juste un début. Et aussi, je me disais qu'avec tous les animaux qu'on va rencontrer, ça aurait pu être bien de mettre une image de chaque animal pour que aussi peut-être l'enfant puisse s'imaginer exactement à quoi ressemble tel personnage. Je trouve que ça aurait pu être intéressant. Et aussi, on aurait... Alors, je pense qu'on aurait pu mettre quelques images par chapitre, vous voyez, donc on aurait pu mettre à la fois les amis de Cloche, donc les animaux, mais on aurait pu mettre aussi certains éléments importants cités dans l'histoire pour ajouter quelques illustrations en plus, et puis ça pourrait permettre, je pense surtout dans un récit sur ce jeunesse, je trouve que ça amène un petit plus dans des illustrations. Comme je vous dis, peut-être pas des illustrations en couleur, mais juste des illustrations en noir et blanc, c'est qu'on puisse y montrer, bah tu vois, là, voilà, c'est l'ami de Cloche, ça c'est le lapin. Voilà, tout simplement. Vous voyez? Et je pense que ça pourrait amener un vrai plus au livre, mais également à l'histoire, et ça pourrait permettre aux jeunes lecteurs de davantage entrer dans le récit. Et c'est vrai que là, en fait, c'est ça que j'ai trouvé dommage, c'est qu'on a juste une image au milieu du récit, une à la fin, et c'est vrai que je me suis dit, bon, c'est bien d'en avoir mis, mais je pense que pour du jeunesse, il faudra encore en avoir quelques-unes en plus pour... Et puis comme je disais, c'est pas comme si on n'avait rien d'autre à mettre, étant donné tous les animaux qu'il y a Merci l'épouvantail, il y a d'autres éléments qui sont cités, donc je pense qu'on a de quoi trouver pour ajouter des images à l'intérieur, et je pense que ça pourrait être un réel plus pour l'histoire. Donc voilà, pour moi ça a été un très bon récit jeunesse, ça se lit très vite, il fait un peu plus de 70 pages, c'est écrit quand même grand et aéré, si je trouve, juste pour vous montrer, voilà. Et pour moi je trouve que ça a été une belle découverte, car même si Noël est passé depuis un moment, ça m'a replongé dans cette ambiance de fête, et surtout aussi j'étais triste pour la petite Zoé de me dire mais si moi ça m'était arrivé le jour de Noël de pas avoir de cadeau, comment je l'aurais vécu. Alors je me suis mis à la place de ce enfant et j'étais mal pour elle. Et ce qu'ont fait nos amis est tout simplement comment dire, un grand geste de bonté, j'ai trouvé, et surtout vous découvrirez pourquoi est-ce qu'on parle de triple miracle de Noël, ça je ne vais pas vous le spoiler. Mais voilà, c'est un très bon récit jeunesse, je trouve, avec de bonnes valeurs et qui passe très bien si vous voulez le raconter à vos enfants en période des fêtes. J'ai également lu le tome 6 de La Tour des Dragons, Le Guerrier, de Florian André, en auto-édition. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique, et je remercie encore l'auteur pour notre service presse ainsi que pour sa confiance. Alors déjà, je peux vous dire qu'il y a quelques avertissements à l'intérieur de ce tome. Tout est mentionné dans ma chronique sur le blog, et vous pouvez trouver tous les avertissements à la fin de la chronique. Voilà, au cas où. Et alors, pour faire un bref résumé, on va dire que ça fait plusieurs années qu'en France on a découvert un passage qui permet d'accéder à un autre univers. Cet univers se nomme Elysium, et là-bas on vit comme au Moyen-Âge, donc on a encore les titres de noblesse, et par rapport à nous, ils ont un truc en plus, la magie. On décide donc de former des jeunes Français
pour qu'ils deviennent des espions, pour les envoyer ensuite à l'école de magie, pour qu'ils puissent aussi étudier et apprendre la magie. C'est ce que fait Robert, et il est donc envoyé comme espion, et il part donc étudier la magie à la Tour des Dragons. Voilà pour le résumé. Donc ici, on est au tome 6, donc vous vous en doutez, on a suivi Robert pendant sa scolarité pour apprendre la magie. Après, il a dû se rendre pour faire une année de service militaire, et depuis maintenant 2 tomes, on suit ce qu'il se passe ensuite. Voilà, je ne peux pas trop vous en dire pour ne pas vous spoiler. Et donc, j'étais curieuse, je dois dire, de découvrir ce tome qui va conclure le cycle du guerrier, parce qu'effectivement, ça va par cycle de 3 tomes en fait. Les 3 premiers tomes, c'était l'élève, et là, on a le cycle du guerrier, et ensuite, les 3 autres prochains tomes seront avec un autre nom. Donc voilà, j'étais curieuse de savoir comment allait se terminer ce cycle. L'histoire est toujours aussi prenante et disons qu'elle propose beaucoup de rebondissements, surtout comme je vous dis, dans ce tome qui est une fin de cycle. Et notre protagoniste Robert, tout simplement, il poursuit son évolution tant au niveau de la magie que dans sa carrière. Et il ne sera pas épargné au niveau des choix importants qu'il devra faire pour protéger Elysium, mais aussi ceux où il lui faudra écouter son cœur, tout simplement. Le dénouement final, j'ai trouvé qu'il était vraiment intéressant car déjà, il nous permet d'imaginer la direction que va prendre le prochain cycle. Et aussi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'il laisse apercevoir une nouvelle facette de Robert. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler. Et j'ai enlevé un point, j'ai envie de dire, c'est toujours pour la même raison en fait, comme pour les tomes précédents. En fait, l'histoire est très courte, elle fait moins d'une centaine de pages, là je crois que c'était 80 pages pour ce tome. Et les événements s'enchaînent donc très rapidement. Et moi, comme vous le savez, j'aime bien avoir assez d'éléments à me mettre sous la dent. Donc là, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir davantage de détails. Pas pour tout le roman, mais notamment dans certains passages importants de ce tome. Et là, c'est vrai que j'ai l'impression que pour certains passages, le fait de ne pas avoir eu assez d'éléments à me mettre sur la dent, ça m'a paru assez précipité. Mais voilà, c'est un peu ce qui est voulu avec ces histoires. C'est vraiment des histoires courtes et tout va assez rapidement. Mais voilà, je passe toujours un très bon moment avec Robert et maintenant je suis curieuse de découvrir le nouveau cycle qui va arriver. J'ai également lu Seigneur de Lou Luby aux éditions Delcourt et je remercie encore la maison d'édition ainsi que NetGalley pour l'envoi de ce service presse ainsi que pour leur confiance. Et là on va dire nous sommes en Transylvanie, le pays des vampires. À l'heure actuelle, humains et vampires devraient être égaux. Sauf que ce n'est pas le cas, ce sont les vampires qui continuent à dominer. Et dans cette société, on va suivre 3 colocs humains. D'abord, on suit Angel qui va se faire mordre par un vampire et qui va devoir lutter pour ne pas se transformer en ghoul. D'un autre côté, on a sa coloc Maggie qui décide de devenir militante pour les droits humains. Et notre dernière coloc, Yulia, qui se retrouve bien embêtée car en fait, elle est amoureuse d'une vampire. Voilà, donc on va suivre ce petit groupe et donc c'est une bande dessinée. Et je vous mets également en couverture ici car je l'ai lu en numérique. Donc j'ai mis la note de 9 sur 10 à cette BD, j'ai passé un agréable moment et puis je dois dire que j'ai tout de suite été attirée par le résumé. Comme vous pouvez vous en douter, l'histoire nous montre la manière dont humains et vampires cohabitent dans cette société où ils sont désormais censés, avec des guillemets, être égaux. Bien rapidement, on se rend effectivement compte que ce n'est pas le cas et qu'une espèce est favorisée par rapport à l'autre. J'ai beaucoup apprécié cet univers qui est vraiment pensé du point de vue des vampires et où la vie se déroule principalement de nuit à cause d'eux. Et j'ai trouvé que l'intrigue était vraiment très bien faite car elle est à la fois intéressante mais surtout c'est très futé la manière dont c'est réalisé car en fait l'intrigue parvient à aborder plusieurs sujets d'actualité à travers l'image du vampire. Et on va notamment parler de violences sexuelles et sexistes. Et justement, ce sera le vampire qui aura ce rôle tout simplement. Et donc nos 3 colocs vont vivre des situations différentes tout au long de l'histoire. Donc comme je vous disais, Maggie ne supporte plus les injustices que subissent les humains et décide de se révolter tout simplement. Angel, il tente de se reconstruire après une attaque de vampires. Et les séquelles qui en découlent tout simplement. Alors que Yulia, elle montre ses capacités au travail et essaye de mener sa vie en dissimulant malgré elle son histoire d'amour avec une vampire.
Et on va dire que nos trois protagonistes vont parfois se retrouver face à des choix ou à des révélations difficiles à encaisser. Après, l'histoire fait aussi passer un autre message que j'ai trouvé très bien réalisé, c'est celui en fait de ne pas mettre tout le monde dans le même panier, dans le sens où peu importe son espèce, il peut y avoir des bons comme des mauvais. Et ça, c'est vrai qu'il a abordé, je crois, à deux, trois reprises, et je me suis dit que c'était vraiment bien amené aussi, la manière dont, justement, on essaye de dire mais c'est toujours la faute des vampires, alors qu'en fait c'est pas vrai, et certains vampires disent mais non, moi je ne suis pas comme eux, en tout cas moi je ne vois pas l'espèce humaine comme eux, et justement c'était de là que vient cette idée de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Alors j'ai envie de dire les illustrations, j'ai aussi été attirée par les illustrations de la couverture quand j'ai vu la BD, je vous mettrai des planches ici pour que vous puissiez voir, alors je trouve qu'elles sont particulières dans le style de dessin, mais j'ai envie de dire, la manière dont c'est fait, je trouve que c'est en adéquation avec l'univers, ce côté fantastique, vampire, et aussi la colorisation va également totalement dans le thème du vampire qui est assez spécifique, car on retrouve une dominance en fait au niveau des couleurs, on a notamment pas mal de noir, de blanc et de rouge, donc des couleurs qui sont associées au vampire, et là aussi j'ai trouvé que vraiment tout est vraiment pensé pour rester en adéquation avec cet univers du vampire, et oui, alors ça m'a bien plu en tout cas au niveau des illustrations. C'est vrai qu'il m'a fallu peut-être quelques pages pour m'y habituer parce que c'est pas le style que j'ai l'habitude de lire habituellement en BD, mais après une fois m'être habitué à la patte graphique, et eh bien ça allait tout seul. Le dénouement final montre qu'une étape a été franchie dans cette société, et après reste à voir si ça va continuer sur cette lancée, mais en tout cas j'ai bien apprécié la manière dont le dénouement, dont l'histoire plutôt se termine, et comme je vous dis, moi j'ai passé un bon moment de lecture avec cette histoire, j'ai vraiment bien apprécié tous les messages qu'elle met en avant. Et un dernier point intéressant, c'est qu'à la fin de la BD, vous avez deux pages qui mentionnent également les inspirations et les chiffres tirés de la réalité qui ont été glissés dans ce récit. Alors les inspirations, c'est-à-dire, on va retrouver à certaines reprises des phrases qui ont vraiment été dites par certains personnages dans la réalité, et on voit pourquoi l'autrice a décidé de les intégrer à l'intérieur de la BD. Et les chiffres, c'est pareil, c'est des chiffres de la réalité pour dénoncer ces faits actuels que l'autrice a voulu représenter dans cette BD, et tous ces thèmes qu'elle a voulu mettre en avant, tout ça à travers l'image du vampire, et ça j'ai trouvé vraiment super. Et puis à la fin, juste de donner tous ces éléments et d'expliquer vraiment ce que sont effectivement ces chiffres, c'est d'autant plus fort quand on termine la lecture justement. Donc pour moi ça a été une BD vraiment intéressante. Alors j'y suis allée pour surtout le côté vampire au départ, car vous savez, j'adore tout ce qui est vampire, et là en plus c'était une BD, je me suis dit pourquoi pas. Et franchement j'étais surprise en bien de la manière dont on va cette fois jouer sur l'aspect le vampire tout simplement, par sa domination, par beaucoup de choses, et tous les éléments qui vont ressortir à travers cette histoire. Alors déjà nos personnages aussi, voir ce que chacun d'entre eux va vivre, les moments qui vont être difficiles pour eux suite à ce qu'ils ont vécu, tous ces éléments-là, vraiment, je trouve que c'est une BD qui est très intéressante, qu'il faut lire, car elle aborde vraiment des sujets d'actualité, et elle sait les aborder, comme je vous disais, de manière très futée. Et voilà, pour moi, c'était une histoire très intéressante qui m'aura appris quand même pas mal de choses, car il y a des chiffres, je ne pensais pas que c'était aussi grave que ça, j'ai envie de dire, et aussi, voilà, j'ai apprécié ce côté fantastique qui est donné dans la BD, même si après on joue avec le côté réalité au niveau des chiffres, des citations qui ont été dites, etc. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé cette BD et ce monde où humains et vampires doivent cohabiter, et très vite on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et ce que j'apprécie dans cet univers, c'est les moments où on voit la ville et on voit des pubs qui ont été faits exprès pour les vampires ou des choses comme ça, et ces petits clins d'œil, j'ai trouvé ça vraiment super. Donc si vous aimez les BD quand même qui ont des thèmes forts, mais qui parle quand même de l'imaginaire, avec ici du vampire, du fantastique plutôt, et que vous avez envie de passer un bon moment de lecture malgré tout, eh bien je vous recommande vivement cette BD. Pour moi c'était une très bonne découverte, et franchement je suis très heureuse d'avoir pu la lire. Et ma dernière lecture du mois, qui aura aussi été une lecture plus mitigée, c'est Les Mystères de Hop Tom, le tome 1, L'affaire des hommes disparus de Bertin et Forbes, aux éditions Delcourt. Je vous mets également la couverture ici, et je remercie encore la maison d'édition ainsi que NetGalley pour ce service presse et pour leur confiance.
Et donc ici nous sommes à Hobton, je vais réussir à le prononcer, une petite ville de Nouvelle-Écosse, et on va suivre Dana qui s'occupe du club de détectives de son école. Un jour, ils vont commencer à enquêter sur la disparition du père d'un des élèves. Et ils vont se rendre compte qu'en fait, c'est le 6e homme qui a disparu cette année dans la ville. Voilà tout ce que je peux vous dire pour le résumé. Donc ici, j'ai mis la note de 6 sur 10 à cette lecture. Et avant toute chose, il faut que je vous prévienne qu'il y a beaucoup d'avertissements à connaître avant de vous lancer dans cette BD. Il y en a même certains qui m'ont surpris que je pensais pas retrouver là-dedans. Donc je les ai tous mentionnés sur le blog tout au fond de ma chronique. Donc je vous conseille d'aller y jeter un œil car vraiment il y a des choses qu'il vaut mieux savoir avant de se lancer là-dedans. Et même moi des fois ça m'a... Comment vous dire ça? Alors des fois ça m'a retourné l'estomac. Voilà, ce que l'on y montre, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est de l'image. Alors on va réagir différemment à quelque chose qui est montré par image que quelque chose qu'on va vous dire en texte. Voilà, juste pour la petite info. Et sinon, alors, comment vous dire, moi dès le départ, cette histoire m'a intriguée par son côté, par le résumé déjà, et par le côté assez particulier des dessins qu'on voyait sur la couverture. Et aussi le fait de savoir qu'on était avec un espèce de club de détectives, ça m'a tout de suite fait penser, comme ce sont des jeunes enquêteurs, ça m'a fait penser un peu au Club des 5. Et dès les premières pages, comme on voit que ça commence à être un peu plus effrayant, je vais aussi penser à l'équipe de Scooby-Doo. Voilà les liens que j'ai faits dès le départ. Comme je vous le disais, il y a beaucoup d'avertissements et donc ce qui rend l'intrigue perturbante, et n'hésite pas à montrer des scènes, comme je vous le disais, qui font vraiment froid dans le dos, donc vraiment faites attention avant de vous lancer là-dedans. Donc nos protagonistes débutent une enquête, mais ils ignorent qu'elle va rapidement les dépasser. Je dois dire que j'ai trouvé l'histoire intéressante et que j'avais envie de découvrir le dénouement final parce que plus ça avançait, plus je me disais mais qu'est-ce que ça va être pour le dénouement final. Et disons que la résolution de cette énigme va mener nos protagonistes vers des éléments inimaginables tout en les mettant en danger bien entendu. Et j'ai trouvé le dénouement final palpitant et disons que la ville, donc Hobton, réserve encore bien des mystères même si l'affaire en question a été résolue. Après je vous ai parlé des illustrations déjà parce que j'ai été attirée par ce côté particulier d'illustration à cause de la couverture. Alors effectivement, ça c'est clair, les illustrations sont assez particulières, je vous mettrai des planches ici pour vous montrer. On a un style de dessin qui est volontairement vieilli, à mon avis, pour nous replonger en 1996, donc la période où se déroule cette histoire. Et la colorisation va également dans ce sens, je trouve, car elle a une palette de couleurs qui est peut-être plus foncée que ce qu'on a l'habitude de voir sur de la bande dessinée. Et un autre effet que l'on retrouve dans la BD, en fait, si vous voulez, c'est au niveau de la colorisation. Au lieu d'avoir un élément du décor, par exemple, qui est colorié en entier, eh bien, on va le colorier, mais avec... et il va y avoir des hachures ou des points, on va avoir des motifs particuliers pour le colorier. Je pense que vous verrez justement sur les planches, mais c'est surtout ce côté hachuré. Et ça, j'ai trouvé que ça va avec cet effet qu'on veut donner au dessin, le fait qu'on veut vieillir un peu le dessin. Et ça donne aussi un style particulier aux illustrations. Alors, pourquoi est-ce que j'ai enlevé des points? Tout d'abord, je dois dire que je ne m'attendais pas du tout à l'arrivée d'éléments fantastiques. Et ça m'a complètement perdu dans cette histoire. Et par moments, je doutais en fait de ce que nos personnages avaient vu. Et après aussi... Au départ, tout le monde a l'air normal, mais à un moment donné, certains vont brusquement commencer à manifester des dons particuliers, et là non plus, j'ai rien compris. Voilà, autant être clair. J'ai aussi trouvé que certaines transitions sont également assez perturbantes, et m'ont davantage fait perdre le fil de l'histoire. Déjà que j'étais perdue suite à certains éléments, bah là encore les transitions, ça m'a encore plus paumé pour le coup. Et le dernier point qui me semble quand même important de mentionner, c'est le fait aussi que je ne suis pas parvenue à m'attacher à notre équipe. Parce que, en fait, disons que j'avais du mal à croire à leur amitié. Car effectivement, on sait qu'ils font partie d'un club de détectives, mais j'ai cette impression qu'ils ne semblent pas vraiment se connaître en fait les uns les autres et que, voilà, même s'ils sont tout le temps fourrés ensemble, mais en fait ils se connaissent pas plus que ça. Et j'ai envie de dire que le fait
il n'y ait pas cette notion d'amitié dans ce groupe, et qu'on ait cette impression qu'ils soient déjà distants les uns des autres, j'ai trouvé que ça creuse encore un écart entre nous et eux, justement. Et en plus, ça donne une impression de froideur, j'ai aussi trouvé, à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ben, étant donné que déjà, ils sont pas vraiment liés par une certaine amitié, et en tout cas, de mon point de vue, eh bien, j'ai pas réussi à m'attacher à eux, parce que vraiment, il y a ce côté de froideur, je trouvais, qui ressortait, et je me disais, mais comment tu peux t'attacher alors que tu ressens cette froideur, et que tu as cet écart qui est là. Donc pour moi, c'était impossible de m'attacher à eux, et j'ai envie de vous dire, il pouvait leur arriver certaines choses, ça ne me faisait ni chaud ni froid. J'ai quand même trouvé cette BD intéressante, même si je vous avoue qu'il y a des passages complètement déconnectés. Et voilà, c'est vrai que je m'attendais pas peut-être à tomber sur des éléments qui allaient autant me retourner l'estomac par moment. Et que aussi, alors j'ai bien aimé le style de dessin par contre. Et voilà, c'est vraiment cette notion aussi d'amitié qui m'a fait moins apprécier cette histoire. Mais après, je pense qu'elle peut plaire à d'autres amateurs, notamment d'histoires un peu plus dans... Je dirais qu'il y a quand même une partie thriller en fait, vu ce qui s'y passe. Un peu une BD style thriller, en y intégrant quand même un peu de fantastique et d'autres éléments. Donc je pense qu'elle peut quand même plaire. Et que si vous n'avez pas peur voilà, de tomber sur des scènes qui sont vraiment dérangeantes ou qui vont risquer de vous faire froid dans le dos, de vous retourner l'estomac, eh bien je pense que cette BD pourrait vous plaire. Et après, je vous avoue quand même si ce tome 1 est un peu mitigé pour ma part suite aux transitions, à l'apparition du fantastique, que je ne m'attendais pas à tout ça. Je sais qu'il y aura le tome 2 qui devrait paraître tout bientôt, et je ne me ferme pas l'idée d'essayer de lire le tome 2 en sachant maintenant qu'il y a quand même cette notion fantastique, tout ça, de voir si ça passerait mieux. Car malgré tout, j'ai trouvé l'enquête intéressante et comme je vous dis, moi je voulais aller au bout. Alors même si ça reste un avis mitigé, avec ce tome, je ne reste pas fermée à l'idée de découvrir la suite et de voir ce qui pourrait encore arriver dans cette mystérieuse ville. Et voilà, j'arrive au bout de ce point lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé de votre côté, ou s'ils sont dans votre pile à lire ou dans votre wishlist. Et n'hésitez pas non plus à me dire si vous aussi vous avez eu des coups de cœur ou des déceptions pour ce mois. Et si vous êtes retenu pour laisser un commentaire, vous pouvez me mettre un emoji. Donc là, vous pouvez me mettre comme emoji une oie pour faire référence à mon coup de cœur, un vampire ou un épouvantail si vous vous trouvez dans les emojis. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça permet à d'autres personnes de découvrir la chaîne. Et sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Bye bye.